Ne fais pas ça, Raph. J'en ai marre de recevoir des ordres. Après les faibles résultats du troisième opus au cinéma, Golden Harvest lâcha la bride des tortues et l'idée d'un quatrième volet cinématographique disparut des plannings aux grandes dames de Kevin Eastman, le co-créateur des Reptiles, qui avait pourtant commencé à plancher sur le quatrième film. En effet, son idée était de faire apparaître un cinquième membre à la confrérie, avec un bandeau blanc, ou noir, c'est selon, combattant avec des petits sabres chelous cloutés nommés Kirby, en hommage évident à Jack Kirby, que là j'ai pas la place de vous en parler, mais c'est un véritable dieu dans l'univers des comics. Alors oui, je sais, ça n'avait plus rien à voir avec les noms de la Renaissance ou des autres tortues, mais c'est pas moi qui décide. Ce film, qu'on pourrait nommer Next Mutation, aurait dû en outre proposer un énième retour de Shredder et aurait été bourré jusqu'à l'os de références cyberpunk, avec un type nommé Bugman, des soldats foot armés, casés avec des griffes électrifiées, Talbot, le Shadowrunner, Nano Spider et même une Evil April où qu'on lui voit les tétons là. C'est-à-dire un film qui de toute façon aurait paru ringard avant même la sortie. Et du coup au lieu de ça ils firent la série Next Mutation. Et je préfère mieux pas en parler. Il faut dire qu'également au même moment l'univers des tortues semblait toucher à sa fin. La série animée tournait en rond, les jouets ne se vendaient plus, tandis que Kevin Eastman s'intéressait beaucoup plus à des projets externes, style son magazine Heavy Metal, plutôt qu'à ses chéloniens aux œufs d'or. Au début des années 2000, donc la scission fut effectuée et Peter Laird récupéra à la fois l'intégralité de la compagnie Mirage ainsi que tout ce qui concerne les Tortues Ninja. Et de ce fait, fini les projets à la mort moelleux, style donc Next Mutation ou le comics Tortues Ninja publié par Image qui est vraiment à chier. Non, Laird s'attela à relancer ses bébés avec tout d'abord le projet d'une nouvelle série animée, plus sérieuse, reprenant les histoires de la BD et également un Kazay et une April beaucoup plus jeunes, mais surtout, et c'est là que ça nous intéresse, de relancer les Tortues Ninja au cinéma. Si les rumeurs de l'époque faisaient état d'un film live réalisé par John Woo, et dont aucune trace n'existe sur le net, ça se demandait si la production avait réellement débuté, la licence échoua aux mains du studio hongkongais Imagi, qui venait tout juste de faire la série Zentrix, et dont la toute fraîche branche américaine bossait en sous-marin sur une adaptation de Gatchaman, la fameuse série de Tatsuo Yoshida, portée à l'écran via un tout jeune scénariste nommé Kevin Munro. Et à l'annonce de l'acquisition de la licence Tortue Ninja, et bien que cela faisait 6 mois qu'il planchait sur le scénar de Gatchaman, Kevin Munro fit des pieds et des mains pour qu'on lui confie le projet, jusqu'à ce qu'Imagi le laisse aller tailler le bout de gras avec Peter Laird, en emportant son premier numéro du comics avec lui, en se disant que si jamais on lui file pas le bébé, au moins il aurait une dédicace à la clé. Et bref, pas besoin de tergiverser plus, Kevin Munro le raconte dans toutes les interviews, Peter Laird lui dessina alors un Raphaël, le menaçant de faire un bon film, sinon... Ou sinon quoi? Exactement. Et en 2007 sortit enfin la nouvelle aventure des Tortues Ninja sur grand écran, nommée TMNT tout simplement, pour un budget de 35 millions de dollars, soit le total des 2 premiers films réunis. Et après ce bruitage random d'une porte de jeu vidéo, notre film débute par le teaser qu'on voyait déjà au cinéma, dévoilant les 4 tortues se déplaçant au clair de lune et puis enchaîne sur une histoire qui n'a strictement rien à voir avec la sempiternelle exposition narrée par un acteur noir, en l'occurrence ici Laurence Fishburne, nous expliquant qu'il y a 3000 ans, alors que les textures n'étaient pas encore inventées, Sauron s'est battu contre les armées du roi Scorpion, libérant 13 monstres d'un portail interdimensionnel et transformant ses potes en pierre. Enfin, en gros, c'est ça. Une intro lambda donc, et pas la meilleure, surtout qu'à la base le film devait nous mettre directement dans l'ambiance new-yorkaise, mais non, le studio préféra opter pour un plagiat de l'intro des Gargoyles. Statue de pierre durant le jour et guerrier durant la nuit. Nous avons été trahis par les humains que nous avions juré de protéger. Un sortilège nous a changés en pierre pour 1 millier d'années. Nous sommes les protecteurs qui veillent la nuit. Nous sommes les gargouilles. Pendant ce temps, à Veracruz... 3000 ans plus tard, en Amérique du Sud, April O'Neil, ou Lara Croft, je sais plus, a trouvé la méthode que les médecins détestent pour rajeunir d'une vingtaine d'années et retrouve finalement Leonardo, planqué dans la jungle sud-américaine et qui passe son temps en sauvant les locaux. Bah oui, où qu'on soit dans le monde, dès qu'il y a un problème, qui c'est qu'on appelle ? Tel SOS Fantôme 2, en effet, le microcosme de nos tortues éclata depuis la fin du 3e film, et chacun s'occupe comme il peut. Leonardo est parti s'exiler, sous les ordres de Splinter, Donatello est devenu réparateur informatique, Mickey anime des anniversaires, tandis que Raphaël se la joue Nightwing en cassant la gueule à des méchants issus d'une cinématique de Time Splitter 2. Oui, alors si l'idée d'origine était de faire un énième reboot de la saga, Kevin Munro préféra opter pour une renaissance du groupe, sur une histoire centrée sur la famille.
Et en vérité, surtout sur le rapport de force entre Raph et Léo, mais bon, j'en parle plus tard. Et en fait, il y avait également une seconde histoire, malheureusement sacrifiée sur l'autel de la durée, qui devait nous montrer un Casey Jones, lui aussi basé physiquement sur la série de 2003, et qui devait hésiter entre son rôle de vigilante et sa relation avec April. Il était même question de fiançailles dans le film. Et certes, on voit ces personnages dans le film, mais c'est surtout en filigrane par rapport à ce que ça aurait dû être. Ouais, le plus gros du film étant en effet réservé à l'histoire du méchant du jour, c'est-à-dire les efforts fournis par un grand industriel pour réunir les fameux soldats de pierre du début du film, là si vous avez bien suivi, et ainsi pour chasser les 13 démons qui, alors par un prompt hasard, sont tous cachés dans New York, et tous récupérés en une nuit par la magie du montage. Ce grand méchant est aidé par le clan Foot, devenu mercenaire depuis la mort de Shredder, dans le 2, et dirigé par Karai, la fille adoptive de Rokusaki, dont on ne saura pas grand chose non plus ici, si ce n'est une phrase énigmatique à la toute fin du long métrage. Vous devez vous attendre à voir certaines personnes au visage familier réapparaître. De qui parle-t-elle? Et j'aime aussi beaucoup les vannes sur les mouvements ninja. Leonardo revient dans une scène ultra badass sous la musique de Klaus Badelt, le compositeur du premier Pirates des Caraïbes, parce que Alan Silverstein n'était peut-être pas disponible, et quand je dis badass, c'est badass, Alors déjà le mec il a voyagé dans le train d'atterrissage pendant tout le trajet, mais en plus une fois arrivé, il saute, il déploie un deltaplane, il plonge dans l'eau, et après il arrive dans les égouts, quoi. C'est trop la classe. Et il revient à New York afin de réunir ses frères en combattant Sully de Monstres et compagnie au passage, et surtout pour nous donner de pures scènes d'action jouissives, dont ce plan séquence magnifique où la caméra survole nos tortues contre le clan Foot, en suivant chaque personnage dont... Oh, ok. Bon, j'ai rien contre le fait qu'April se batte, surtout vu les faibles efforts de cette dernière dans les anciens films. Mais qu'elle puisse faire des mouvements super balèzes de ninja, alors qu'elle vient tout juste d'essayer le costume pour la première fois. Ok, c'est tiré d'un comics où un rat apprend à se battre en regardant son maître, mais... Enfin, je sais pas, je l'aurais plus vu dans un côté assez bourrin comme Kazé par exemple, que dans un ninja quoi. Mais bref, bon, si le film n'est pas exemple de défauts, notamment le traitement assez sauvage de l'histoire, le studio ayant sabré de gros pans entiers de scénar pour faire tenir le tout en 87 minutes, là où il aurait mieux fallu laisser vivre un peu. Le clan Foot et surtout Karai font office de figurants ici, et Mickey et Donatello passent également au second plan. Et il y a une putain de borne d'arcade, le monde de Nemo, mais le film est cependant bourré de qualité. Déjà, si on nommait le caractère random des humains, je trouve que les tortues sont super stylées, avec chacune des différences au niveau physique. Ouais, Mickey fait plus jeune, Raphaël est plus costaud, et surtout elles possèdent enfin chacune un caractère spécifique, loin des personnalités interchangeables des 3 films précédents. D'ailleurs, à la différence des autres films, le ton de celui-ci est beaucoup plus sombre. Au niveau cinématographique d'abord, parce que le film a d'abord été composé en noir et blanc, tel le comics, avant le moindre aplat de couleurs, ce qui donne ce côté monochrome très sympathique. Formidable, c'est de mieux en mieux. Et surtout, le film a la bonne idée de dégager toutes les vannes typées 90s des premiers films, reléguant le rôle du comique à Michelangelo. D'ailleurs... Et uniquement Michelangelo. Ah bah il tombe bien. Mikey, Bah quoi, il tombe bien? c'est vraiment pas le moment. Ouais, une des volontés de Peter Laird en effet fut de rester le plus proche possible du matériau d'origine, et énonça de nombreuses règles telles que, alors ne pas modifier le costume des tortues, ne pas leur faire des cascades physiques impossibles, ne pas les faire tomber amoureux d'un humain, ne surtout pas faire référence à Vénus de Milo, et surtout ne pas mettre la présence de Shredder dans le film. Je me vengerai une fois pour toutes! Plus énergique le point, fiston. Ouais, l'une des grandes reproches au film est en vérité une volonté de l'auteur, qui n'a jamais voulu faire de Shredder le méchant ultime des tortues en fait. Ouais, Shredder il meurt dans le premier volume quoi. Et qui préférait voir ses personnages combattre d'autres méchants, plutôt que le sempiternel coup de... Comme à chaque fois, il réussit à s'enfuir. Et dans les autres qualités, notons aussi la non-présence de célébrités au casting vocal des tortues. C'était une volonté du réalisateur, tout en gardant tout de même quelques comédiens connus pour le reste des rôles, dont surtout pour la voix de Splinter le regretté Mako dans son tout dernier rôle. Le narrateur de Conan le Barbare nous donne en effet un chouette Splinter tout paternel et tout choupi, comme lorsqu'il fredonne une berceuse japonaise improvisée par l'acteur. Le plus triste étant le fait qu'il décéda le lendemain du jour où les auteurs révélèrent le casting vocal au Comic-Con de San Diego. Mais la VF est cool aussi. Je suis sûr que John va rompre avec Donna après ce qu'elle lui a fait.
Nous interrompons Gilmore Girls. Mais le reste des voix n'a pas à rougir non plus, puisque nous avons aussi Chris Evans dans le rôle de Casey, Patrick Stewart en méchant, Sarah Michelle Gellar en April O'Neil et même Kevin Smith dans un second rôle. Mais surtout, le grand intérêt du film, et que j'ai mis en début de vidéo là, parce que putain ça pue la classe, c'est d'avoir enfin sur grand écran, sous la pluie, un combat entre Raphaël et Leonardo, et putain 20 ans que j'attendais ce moment. Je veux dire, à titre de comparaison, c'est comme le jour où Vegeta et Sangoku se sont enfin foutus sur la gueule. C'est un truc que tu réclames depuis que tu lis les bouquins, et le voir comme ça, là, sur grand écran, c'est un peu comme voir les Avengers réunis, quoi. Mon moi de 8 ans hurlait comme un diable intérieurement. C'est juste trop stylé, quoi. Et si le film bénéficia d'un excellent bouche à oreille de la part des fans du comics, grâce à toutes les allusions dedans, notamment aux anciens films, et surtout via le fait que le long métrage se conclut non seulement par la dernière phrase de la toute première histoire des Tortues, mais surtout par la fameuse phrase « Je l'ai déjà dit souvent, et je le redis encore. J'adore New York. J'adore être une tortue. » Par contre, la plupart des critiques de l'époque lui reprochèrent surtout de n'avoir plus rien à voir avec les films rigolos des années 90, ni le moindre rapport avec la vieille série animée des Tortues Ninja. En gros, c'est comme si on reprochait au Batman de Burton de n'être pas fidèle avec la série Batman des années 60. Vous avez rematé la série récemment ? Zag, Il ne vous écoute plus de toute façon. Toute créature qui a 4 pattes et qui cause n'obéit qu'à mes ordres. Et malgré cette mauvaise presse, le film, sorti au même moment que 300, dépassa allègrement les 100 millions de dollars, pavant la voie pour une trilogie, dont le second volet devait être un peu basé sur l'excellent arc City at War, et aurait surtout été centré sur Michelangelo, lassé d'être considéré comme le comique du groupe et remplaçant Caraï à la tête du clan Foot. Tandis que le troisième film devait se focaliser sur Donatello, créant malgré lui un passage vers la dimension X, avec l'arrivée du Technodrome et même un caméo des Triceratons de la BD. Mais alors évidemment, l'histoire ne se déroula pas ainsi, et l'échec du film Astro Boy poussa la branche américaine des studios Imagi à mettre la clé sous la porte en 2010, et il fallait alors se tourner à la télévision pour voir un nouveau film des Tortues Ninja, digne d'intérêt, mais j'en parlerai plus tard. Kevin Munro, quant à lui, travaille actuellement pour les studios Sony, en étant réalisateur du futur film Ratchet & Clank, et surtout du prochain Sly Raccoon. Et ainsi, si vous avez toujours voulu voir une baston entre Raphaël et Leonardo, entraîné en VO par le narrateur de Conan le Barbare, aux côtés du professeur Xavier, Buffy et de Captain America, dans un film narré par Morpheus, et avec un crossover entre les Tortues Ninja et les Gargoyles, que putain ça se passe dans la même ville avec en plus quasiment la même histoire, eh bien je ne saurais effectivement trop vous conseiller ce film. C'est pas vrai. Mais qu'est-ce que vous avez tous avec vos boules fumigènes ?